Quelqu'un qui veut courir ne peut pas se dire qu'il va courir un 20 km ou un 40 km sans jamais avoir couru. C'est pas possible, il faut une préparation physique forcément à ça. Je pense qu'on peut aider quelqu'un à se sentir mieux dans son corps, à le libérer de ses douleurs physiques. Je pense principalement à certaines personnes migraineuses, aux arnoldites, qui sont des névralgies qui prennent un petit peu toute la tête et qui pourrissent la vie de beaucoup de personnes et qui pour nous représentent une grande satisfaction au cabinet. Quand tu as fait 6 ans d'études, que ça t'a coûté, que tu as conscience du coût humain et du coût financier que ça représente, il faut que tu crois en ce que tu fais. Combien de fois tu t'es dit « j'ai mal au dos, mais c'est rien, ça va passer » ou encore « c'est dans ma tête ». On banalise la douleur, on la fait taire, mais si justement le corps essaie de nous dire quelque chose, si chaque gêne, chaque douleur, chaque blocage avait justement une logique. Aujourd'hui, on va parler de l'éthiopathie, une discipline qui justement cherche à nous faire comprendre cette logique. On va en parler du coup aujourd'hui avec Quentin, un éthiopathe. On va parler du corps, de ses signaux, de ses mécanismes. On va parler aussi un petit peu de comment apprendre à comprendre ce que le corps essaie de nous dire. Alors Quentin, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi l'éthiopathie? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de m'avoir emmené ici pour faire découvrir à pas mal de personnes mon métier. Je suis très content. L'éthiopathie, c'est une thérapie manuelle, tout d'abord. Étymologiquement, éthio, ça veut dire cause, et pathos, souffrance, ça vient du grec. C'est donc une thérapie qui va s'attacher à chercher les causes de nos souffrances. Et voilà, on cherche souvent à savoir la différence entre un éthiopathe, un ostéopathe. On nous range souvent dans des cases. Mais je pense que tout d'abord, on a tous pour but principal, pour objectif principal, c'est de faire du bien. Et ça se rapproche beaucoup. Ce sont 2 thérapies qui sont voisines, cousines même. Mais on utilise des outils de diagnostic qui sont un petit peu différents. Voilà. La différence, elle est principalement à ce niveau-là. C'est que ce sont des outils de diagnostic qui sont différents. Alors, tu considères que ces 2 approches sont complémentaires? Alors, complémentaires, non, parce qu'on a le même champ d'action. Okay. On traite les mêmes choses. Mais, si tu veux, quand je suis rentré en éthiopathie, désolé, quand je suis rentré en éthiopathie, au début de notre cursus, on nous donne à tous un petit livre bleu qui s'appelle « Les principes fondamentaux pour une médecine éthiopathique ». Et ce petit livre, en fait, il va nous amener à changer notre manière de penser, à appréhender le corps avec une autre vision. Ça s'applique un petit peu à tout. Et on comprend par cette méthodologie-là que rien n'est dû au hasard dans la vie. Tout est liés à des phénomènes déclencheurs. Il y a des liens de cause à effet qui existent partout, parfois trop complexes pour qu'on puisse les déterminer, mais les expliquer. Mais il existe toujours des liens de cause à effet. Et ce qui est intéressant avec cette méthodologie-là, c'est qu'elle va nous apprendre à utiliser la systémique appliquée au corps humain. Et la systémique, c'est quelque chose de super intéressant. Quand on l'applique au corps humain, si tu veux, on va prendre le corps comme un grand système ouvert sur le monde extérieur, qui reçoit des variables d'entrée de ce monde extérieur et qui donne des variables de sortie à ce monde extérieur. Par exemple, les variables d'entrée peuvent être l'oxygène qu'on respire, l'alimentation qu'on met dans notre corps, toutes les informations sensorielles qu'on reçoit du monde extérieur, et les variables de sortie, ça va être justement notre comportement, ça va être le dioxygène qu'on respire, ça va être ce qu'on fait de nos aliments, ça va être... voilà. Et à l'intérieur de ce gros système, il existe plein de sous-systèmes à toute échelle, que ce soit au niveau organique, que ce soit au niveau moléculaire, cellulaire, à toute échelle. Certains fonctionnent ensemble, d'autres non. Et quand on connaît bien l'anatomie et la physiologie, donc c'est-à-dire toutes les structures du corps humain et le fonctionnement de ces structures les unes avec les autres, eh bien on connaît toutes les variables d'entrée d'un système et les variables de sortie de chaque système qui vont être... Pour certaines, les variables d'entrée et les variables de sortie vont être les variables d'entrée d'un autre système. Et rien ne peut se dérégler spontanément comme ça par le fruit du hasard. Ouais. Voilà. Si ça se dérègle, c'est soit il y a une inadaptation des variables d'entrée d'un système, soit il y a un obstacle à l'une des variables de sortie, soit le système prend un traumatisme directement.
Et en connaissant toutes les variables d'entrée, toutes les variables de sortie et le système comme il fonctionne, par les questions qu'on pose, on peut tout simplement remonter jusqu'à la cause du problème. C'est une approche systémique du corps humain et c'est propre à l'éthiopathie. D'accord. Parce qu'on dit, enfin j'entends souvent des personnes qui pensent que voilà, l'éthiopathie, on va craquer les os. Alors qu'en réalité, vous cherchez la cause et pas seulement le symptôme en soi. Alors, craquer les os, c'est une énorme vulgarisation de langage. On ne craque pas du tout les os. Sinon, ça ferait super peur. Mais non, le petit craquement qu'on entend souvent quand on fait de la mécanique structurelle, effectivement, c'est une petite libération articulaire, une libération de gaz parce qu'on va séparer les surfaces articulaires au niveau d'une articulation et ça va faire un petit POC. Donc, c'est une libération. Et c'est gage d'ouverture articulaire, du coup, de libération. Il y a même une petite libération hormonale qui se passe à ce moment-là et qui crée du bien-être chez le patient. Et en mon sens, c'est assez indispensable pour libérer une zone qui manque beaucoup de mobilité. Il y a beaucoup de vulgarisation de langage qui sont faites. On parle souvent de vertèbres déplacées, on parle souvent de bassins déplacés, de beaucoup de choses. Tout ça, ce sont des vulgarisations de langage. Ce sont des zones qui ont perdu de la mobilité, qui se sont verrouillées. Et nous, ce qu'on cherche par notre geste, par notre traitement, c'est de redonner de la mobilité. Voilà. Et par l'approche systémique, de retourner jusqu'à la cause pour justement identifier où était le verrouillage et déverrouiller. Ok. Tu sais aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce genre de thérapie, c'est un peu du charlatanisme. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Comment tu vis même ce genre de discours? Je pense que dans tous les secteurs, je pense dans le tien, dans le mien, dans tous les secteurs, il y aura des gens pour nous critiquer. Et je pense que ces gens qui nous critiquent, finalement, nous font du bien. Parce qu'ils nous aident à nous améliorer, ils nous aident à avoir des arguments pour contrer toutes ces critiques. Et puis à faire de nous de meilleurs thérapeutes. Je pense que tout simplement, quand tu as fait 6 ans d'études, que ça t'a coûté, que tu as conscience du coût humain et du coût financier que ça représente, il faut que tu crois en ce que tu fais. Quand tu sais que tu vas t'installer justement en plus dans une petite ville comme Dakar, où tout le monde se connaît de près ou de loin, si tu crois pas en ce que tu fais, si tu n'es pas sûr de toi, je pense que ça ne sert à rien. Et écoute, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, il y a l'expérience aussi, on a une obligation de résultat. J'ai une obligation de résultat. Ça fait 7 ans que j'ai ouvert mon cabinet. Les gens sont satisfaits, les gens sont contents. Moi, je suis vraiment léger dans ma tête parce que voilà. Et puis, comme tu dis, c'est le résultat qui compte. Je veux dire par là qu'à partir du moment où une personne, elle vient avec une douleur ou avec une gêne et que en fait, le problème se règle à l'issue de la séance ou en tout cas à l'issue de la prise en charge, si ça doit durer plus d'une séance, c'est que ça fonctionne en fait. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre même à des personnes qui disent oui, mais c'est pas scientifique en fait, ce genre de pratique? Il y a de nombreuses études scientifiques. J'ai appris pendant mes 6 années d'études l'anatomie dans le détail, c'est-à-dire que simplement l'anatomie de l'œil jusqu'à ses propres récepteurs sensoriels, on la connaît par cœur. On a appris la physiopathologie, c'est plus que scientifique. Alors peut-être qu'il existe des branches qui ne le sont pas, mais si certaines personnes pensent que ce n'est pas scientifique, alors il faudrait peut-être qu'elles se renseignent un petit peu mieux, qu'elles viennent me voir en cabinet, que je leur explique justement la physiopathologie de leurs problèmes, et peut-être qu'elles comprendront à quel point c'est une approche scientifique. Oui, c'est surtout un manque de connaissances, surtout. Ok. Est-ce que tu as déjà eu un cas où une personne, elle est arrivée un peu désespérée te voir en cabinet après avoir tout essayé et repart justement en fait complètement transformée? Beaucoup plus d'une. Te donner un cas comme ça, c'est compliqué, mais j'ai eu énormément de gens qui sont passés par beaucoup de voies différentes, qui ont pris des médicaments, des traitements médicamenteux pendant très longtemps. Je pense principalement à certaines personnes migraineuses, aux arnoldites, qui sont des névralgies qui prennent un petit peu toute la tête et qui pourrissent la vie de beaucoup de personnes et qui pour nous représentent vraiment
une grande satisfaction au cabinet parce que les résultats sont excessivement rapides. Elles sont souvent dues à un tout petit blocage au niveau de nos premières vertèbres cervicales. Et les résultats sont assez impressionnants à ce niveau-là. Donc j'ai énormément d'exemples comme ça. Et puis c'est ce qui fait que moi j'adore mon métier. Quand tu as l'impression de changer la vie à pas mal de personnes, c'est incroyablement satisfaisant, quoi. Tu as souvent sorti une phrase, c'est le corps ne ment pas. Le corps ne ment jamais. Alors, qu'est-ce que cela représente vraiment? Effectivement, le corps, il nous parle. Le corps, il nous parle. Souvent, on ne prête pas attention à beaucoup de petits signaux. Mais en fait, il faut comprendre que rien ne se passe par hasard, que dans le corps, tout est contrôlé nerveusement. C'est-à-dire que si on bouge un doigt, si on ressent quelque chose quand on nous touche, si quand on fait du sport, le sang va affluer vers un groupe musculo-tendineux plus que vers un autre pour le nourrir, si on digère, tout ça, ce sont les nerfs qui contrôlent absolument tout ça. C'est le système électrique de notre maison. Et le centre de contrôle de ce système électrique, donc le centre d'émergence de tous ces nerfs, c'est notre moelle épinière qui est à l'intérieur de notre colonne vertébrale, qui est composée de 24 toutes petites articulations. Et ces toutes petites articulations, elles ont une amplitude de mouvement qui est tolérée à un instant T. Et donc, dès qu'on va dépasser cette amplitude de mouvement tolérée, tac, on va avoir un petit verrouillage. Et ce petit verrouillage-là, il va engendrer une surexcitation, pour vulgariser, de la portion de moelle épinière qui est au même niveau, et il va perturber tout un ensemble de fonctions, motrices, sensitives, neurovasculaires, un ensemble de fonctions. Et donc, quand on a des petits fourmillements, quand on a des maux de tête, quand on a des crampes qui arrivent toujours au niveau des mêmes muscles, des mêmes groupes musculaires. En fait, ces signaux-là, ils ont un sens. Ils ont clairement un sens et c'est mon métier à moi de les interpréter. Bien sûr. Est-ce que tu penses que certaines douleurs, elles peuvent revenir pour des raisons un peu plus profondes, comme des raisons émotionnelles ou psychologiques? Alors, moi, en éthiopathie, dans ma thérapie, je ne traite pas tout ce qui est psychologique, émotionnel. En revanche, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'impact du psychologique, de l'émotionnel. Je crois même en tout ce côté un petit peu holistique, ésotérique, toutes les énergies. Seulement, ce ne sont pas des choses qui sont matérialisables. Il n'y a pas de lien de cause à effet qui ont été prouvés, démontrés de manière sûre, à part peut-être un petit peu au niveau digestif, mais il n'y a pas justement d'études scientifiques qui ont prouvé des liens de cause à effet directs. Maintenant, on va parler de charge émotionnelle. Quand une personne a une charge émotionnelle qui est un petit peu élevée, eh bien ça va affecter son état général. C'est-à-dire que le corps, il a une super capacité d'adaptation. Lorsque justement on a un petit problème mécanique, on va déclarer une petite phase inflammatoire, des symptômes pendant un petit moment, et puis le corps, surtout quand il est jeune et en forme, il va rendre sourd le problème, il va s'y adapter parce qu'il a une super capacité d'adaptation. Et notre charge émotionnelle, elle va affecter justement cette capacité d'adaptation. Elle va diminuer notre état général et donc elle va mettre en lumière ces petits blocages qui sont sourds. Donc, effectivement, il y a un impact qui est certain. Maintenant, voilà, je redirige quand je sens qu'une charge émotionnelle est trop importante. Moi, je vais rediriger chez quelqu'un dont c'est le métier, un psychologue. Ou même la médecine chinoise, un peu moins traditionnelle aussi, ouais, par exemple. Peut aider. Est-ce que dans tes prises en charge, parfois, tu te dirais que certains se blessent parce qu'ils écoutent plus leur mental qu'ils écoutent leur corps? Oui, bien sûr. Parce qu'on a toujours envie, on n'a jamais envie d'être blessé, on a toujours ces envies de performance, souvent on n'écoute pas. On n'écoute pas notre corps, on n'a pas envie, et pourtant c'est essentiel. Donc dans ton expérience à toi, les erreurs justement, du coup les plus fréquentes que tu vois chez les sportifs, en fait, c'est lié à ça, lié au fait qu'ils ne s'écoutent pas assez pour privilégier du coup leur performance? Souvent c'est la hâte de reprendre.
prendre pour exemple quelqu'un qui va faire une tendinite au niveau du paddle, une tendinite de l'épaule. Cette personne-là pense qu'en une séance d'éthiopathie, ça va être réglé, ça va soulager, alors qu'un tendon qui est en souffrance, un tendon qui a subi une restructuration, il a besoin d'être remodélisé, il a besoin d'une réhabilitation, il a besoin pourquoi pas de séances de kiné, il a besoin d'un renforcement au préalable sur des axes qui sont bien spécifiques. Or, sur des activités comme le paddle ou comme le tennis ou le handball, eh bien, il y a énormément de gestes qui sont balistiques, qui mettent ce tendon sur des contraintes qui sont pas linéaires, pas sur un axe spécifique. Okay. On a besoin d'abord d'une réhabilitation bien spécifique de ce tendon qui peut prendre plus ou moins du temps parce que chaque cas est différent en fonction de l'hygiène de vie de la personne, en fonction de la lésion du tendon. Donc chaque cas est différent et les gens veulent reprendre un petit peu plus vite et c'est pas forcément voilà. Et souvent, moi ce que je constate en tout cas dans un public amateur, hein, bien sûr, c'est qu'ils ne font pas vraiment de préparation physique liée à leur discipline. Je veux dire par là qu'ils vont commencer une nouvelle activité, mais ils vont pas être renforcés spécifiquement liés à cette activité et donc du coup pallier à tous ces problèmes qu'on peut aussi retrouver, ces petites blessures qu'on peut après avoir. Donc ce travail en amont n'est pas fait, à mon sens en tout cas, tu vois, comme il se doit de façon systématique. Ça dépend à quel niveau ils veulent faire la nouvelle discipline qu'ils vont pratiquer, mais effectivement, s'ils veulent faire cette discipline à un niveau un petit peu élevé, le corps a besoin d'être préparé à ça. Le corps, on ne peut pas du jour au lendemain, quelqu'un qui veut courir ne peut pas se dire qu'il va courir un 20 km ou un 40 km sans jamais avoir couru. C'est pas possible. Il faut une préparation physique forcément à ça. Sinon, tu dépasses les capacités de ton organisme. C'est pas possible. Comment tu fais pour savoir si une douleur, elle est mécanique là en soi, ou est-ce que du coup là, elle est vraiment émotionnelle et donc du coup, comme tu disais, là on va relayer. Alors. Donc justement, beaucoup de personnes, on les entend dire « Ah, moi je sais, j'ai mal à l'épaule quand c'est le stress. J'ai mal… Donc, non. La charge émotionnelle va effectivement réveiller des problèmes qui sont mécaniques. Les personnes qui ont quelque chose qui est complètement et uniquement dû à quelque chose d'émotionnel vont avoir des symptômes assez généraux au corps. En fait, tout ce qui est censé affecter le corps d'une manière générale va provoquer des phénomènes qui sont généraux au corps. Quelque chose qui va provoquer quelque chose de localisé va certainement être dû à quelque chose de mécanique, à une perturbation de certaines fonctions d'origine mécanique. Si on est sur un état général au corps, a priori, il est possible que ce soit une cause émotionnelle. D'accord. Pour revenir à ce que tu disais aussi, il y a des abus de langage. Beaucoup de personnes disent oui, mais c'est parce que je suis stressé. Le stress, c'est quelque chose qui est positif pour l'organisme. Par contre, l'excès de stress qui va découler sur de l'anxiété, là, par contre, c'est quelque chose qui va être négatif ou catabolique. Mais en soi, le stress reste un excitateur qui est intéressant, qui est important et qu'on retrouve même dans toutes les disciplines qu'on peut avoir. Et la gestion du stress et des émotions est quelque chose sur lequel il faut absolument, bien sûr, à mon sens, travailler. Tu penses que l'éthiopathie peut aider à libérer un petit peu le mental, qui peut parfois être un peu enfermé? Je pense que non. Je pense qu'on peut aider quelqu'un à se sentir mieux dans son corps, à le libérer de ses douleurs physiques. Par contre, ce n'est pas de notre ressort, à nous en tout cas, éthiopathes, de travailler sur la psychologie d'une personne. Moi, je suis capable de parler avec mes patients pendant très longtemps, je suis ouvert à ça, mais je ne suis pas formé à ça, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas… Voilà. Donc, mais c'est quand même intéressant parce que j'ai vu dans certains cas des patients où mécaniquement c'était compliqué de les bouger, très très crispés, des articulations qui ne se libéraient pas, et après avoir un petit peu parlé, à peine vouloir creuser, des patients qui vont complètement fondre en larmes, se libérer, et puis là le traitement mécanique devient beaucoup plus facile, ou alors travailler un petit peu sur leur ventre. Il y a un impact psychologique qui est réel sur le corps. Mais moi, c'est pas directement mon métier que de travailler dessus. Ok.
Tu as travaillé aussi avec beaucoup de sportifs, c'est bien ça? Ouais, j'ai travaillé avec beaucoup de sportifs. Je ne travaille pas qu'avec des sportifs. J'ai eu des sportifs de haut niveau, j'ai pas mal de sportifs amateurs et surtout des super expériences avec des sportifs de haut niveau. Si on veut prendre soin de son corps, justement, comme un éthiopathe le recommanderait, par quoi on devrait commencer? Il y a énormément de choses. Il y a énormément de facteurs, énormément de piliers, je pense, pour une bonne hygiène de vie et pour prendre soin de son corps. Je pense que l'alimentation est l'un des facteurs primordiaux. Le sommeil également est un facteur essentiel. Je pense que le sport est également indispensable, non par l'estime qu'il crée de soi, que ce soit par les performances, que ce soit par les hormones qu'il permet de libérer. Il y a énormément de bienfaits à faire du sport, que ce soit au niveau cardiovasculaire, c'est indispensable. Je pense également qu'il faut une bonne mobilité du corps. Il faut surtout pas négliger cet aspect-là. La mobilité, on va la retrouver en faisant un petit peu de stretching tous les matins. Moi, je conseille beaucoup à mes patients d'appliquer de la chaleur un petit peu sur leur corps le matin. En fait, les bienfaits de la chaleur sont énormes. Ça va relâcher le système musculaire, ça va créer un apport artériel qui va nourrir un petit peu tout ce qu'on va chauffer. Et en plus de ça, ça va rendre le liquide synovial, le liquide des articulations, un petit peu plus fluide. Donc, ça va huiler un petit peu tout ça. Et ensuite, de faire un petit peu de stretching, ça va permettre d'aller chercher des amplitudes de mouvement progressives qui vont être très importantes. Et quelqu'un qui allie justement tout ça, qui allie un bon maintien musculaire avec une très bonne mobilité, ça va être très compliqué pour cette personne-là d'aller vers la pathologie. Une bonne hygiène de vie, Bien sûr. Je pense que je conseillerais ça. Nous, c'est ce qu'on disait, tu vois, on disait que on va avoir bien sûr la partie alimentaire, enfin l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress et des émotions et l'environnement. Et voilà, et le stress, pour en revenir au stress, je pense vraiment... On parle souvent de la cigarette, de l'alcool comme facteur déclencheur de grosses pathologies, mais je pense que L'anxiété, la grosse anxiété, c'est quelque chose d'encore plus nocif. Le stress cellulaire, je pense que c'est un facteur très favorisant de maladies type neurodégénératives, cancer, de maladies vraiment très compliquées. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut réussir à amener de la légèreté dans sa vie. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'arrive bien à faire. Je suis très gratifiant pour ça. Et enfin, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et puis voilà. Le but, c'est de vieillir en ayant toutes nos capacités de la meilleure façon possible et de conserver tout ça. Quentin, si tu devais t'adresser aux personnes qui nous regardent, quel est le message que tu aimerais du coup leur véhiculer? Écoute, dans le contexte dans lequel on vit actuellement, je pense qu'il est important de prendre du recul sur soi, de se réconcilier avec son corps. Quand on regarde partout autour de soi, le contexte géopolitique, quand on regarde la situation de certaines personnes ici dans notre pays, qu'on voit partout autour de nous, je pense qu'il est important de se rendre compte de la chance qu'on a, de relativiser, de souffler un coup, de se dire qu'il est pas trop tard, de tout simplement se lever et faire ce qu'on a envie de faire, bouger et puis se mettre dans les meilleures conditions tout simplement pour se donner les moyens d'être heureux parce qu'il n'est pas trop tard et ça passe par être en bonne santé, avoir une bonne activité physique et faire ce qui nous passionne, aller chercher votre passion, quoi. Aller chercher votre passion et voilà. Et ça va prendre un peu de recul du coup. Et savoir prendre du recul. Ok. Et si tu avais un dernier message à faire passer, tu sais, aux personnes par exemple qui ont mal ou qui sont fatiguées, qui ne comprennent pas leur corps, tu leur dirais quoi? Je leur dirais qu'ils apprennent à décoder un petit peu justement, qu'ils prêtent attention à leur corps, que des fourmillements, qu'une crampe, que tout ça qui revient de manière un peu répétée, des maux de dos qui reviennent de manière un petit peu chronique, eh bien, qu'ils essaient d'y trouver une solution.
je vais pas me vendre en disant de venir me voir, mais qui prennent soin d'eux, Oui, qui bien prennent sûr. soin d'eux et venir justement, pourquoi pas, établir un diagnostic et résoudre les problèmes mécaniques qui sont en place pour qu'ils puissent ensuite aller vaguer à leurs activités sans souci. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Quentin. Merci pour ta présence, merci pour tes mots. J'espère que ce sera parlant pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. J'espère aussi. Merci beaucoup à toi, c'était un bon moment. J'ai passé un très bon moment avec toi et je te remercie. Avec plaisir, Quentin.